Amateurs de physique iconoclaste, bonjour. Lors de ma dernière vidéo, il y a maintenant 2 mois, j'avais expliqué que j'allais arrêter pendant quelques temps parce que mes idées devenaient un petit peu confuses et je ne savais plus trop où j'en étais. Alors bon, je reviens plus tôt que je ne l'avais prévu, parce qu'en fait mes idées se sont assez décantées, sont devenues beaucoup plus claires, et puis je pense avoir des choses intéressantes à dire. Alors, est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas? Vous le verrez par vous-même. Éventuellement, si elles ne sont pas intéressantes, vous pourrez me le dire. Si elles sont intéressantes aussi, bien sûr. Je vais repartir de la théorie de la relativité. Alors ça, c'est le petit papier que j'ai ressorti, le petit papier qui est en fait le calcul de la transformation de Lorentz, avec les deux référentiels K et K' qui sont différents. Alors vous savez que je conteste la conclusion d'Einstein qui disait le temps est relatif. Moi je disais en fait, ça ne prouve pas que le temps est relatif, ça prouve que la perception que nous avons du temps est relative. Alors je me permets de rappeler qu'il y a deux démonstrations de la théorie de la relativité, une qui est celle d'Einstein, qui se traduit ensuite dans les chiffres par la transformation de Lorentz, et l'autre qui est celle qu'on enseigne à la faculté, qui démarre par un groupe de 4 équations, avec 4 inconnus qui sont x, y, z et t. Celle-là, je la conteste beaucoup plus, puisque je dis à chaque fois, si on part du principe qu'il y a 4 dimensions, eh bien on trouve un monde à 4 dimensions. Ça me paraît évident. En revanche, les calculs sont bons, les calculs recoupent la théorie d'Einstein, et puis ça ne démontre pas qu'il y a 4 dimensions. Mais ça démontre que s'il y a 4 dimensions, eh bien tout s'organise suivant la mathématique que l'on enseigne donc en faculté. Et qui est celle-ci tout simplement qu'on retrouve avec la transformation de Lorentz. J'expliquais aussi que tout ça c'est basé sur le fait qu'on se sert comme référence d'une onde. Alors, dans la théorie d'Einstein, puis celle qu'on enseigne à la faculté, on dit que c'est une onde lumineuse. Mais là où je le conteste, c'est que je dis que ça serait la même chose avec une onde sonore. C'est-à-dire qu'on a nos deux référentiels, et on dit qu'ils sont traversés par une onde, par une onde que l'on ne connaît pas. Et puis on dit, tiens, cette onde a une vitesse c, et quand on fait nos calculs, et bien cette vitesse c, on s'aperçoit qu'elle a un rôle prépondérant dans cette affaire-là. Et moi je dis, mais si c'était une onde sonore, parce qu'après tout, pourquoi pas, eh bien ça serait la même chose. Sauf que c, au lieu d'être la vitesse de la lumière, bien, ça serait la vitesse de l'onde sonore. Là, je ne pense pas qu'on puisse trop contester ce que je dis, parce que les calculs sont les mêmes. Si on reprend le raisonnement enseigné à la faculté, d'abord, dans ce raisonnement-là, la nature de l'onde n'est pas précisée au départ. Ce n'est que par la suite qu'on dit, mais c qui est la vitesse de cette onde est la vitesse de la lumière. Mais ça peut fonctionner avec n'importe quelle onde. Et donc ça me paraît difficilement contestable. Et ma conclusion, c'est qu'on arrive à un constat qui me paraît incontournable, c'est qu'il y aurait deux réalités, en fait, qui seraient l'une basée sur les ondes lumineuses, l'autre sur les ondes sonores. C'est quand même déjà quelque chose qui me paraît déjà surprenant et assez important. Et puis, j'ai développé ça, et puis si on reprend les idées d'Einstein, on en arrive à sa fameuse formule qui est E égale mc2, qui est donc l'énergie de la matière, qui s'exprime de la façon suivante, E égale mc2, c'est-à-dire l'énergie de matière, l'énergie de masse est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, comme disait Einstein. Mais si on reprend les calculs qui sont enseignés à la faculté, on peut très bien dire, mais c n'est pas la vitesse de la lumière, c'est la vitesse du son, et on va arriver à la même chose. Alors, une petite précision, en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. En fait, on dit en faculté que E2 égale mc2 au carré plus pc2. P étant la quantité de mouvement, parce qu'il faut rajouter la quantité de mouvement, bien sûr, à l'énergie. Ça, c'est l'énergie de masse, mais l'énergie totale d'un corps dans l'espace, il faut rajouter son énergie, sa quantité de mouvement.
Mais nous allons négliger la quantité de mouvement. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie de masse, c'est-à-dire l'énergie qu'a un objet quelconque. Alors imaginons, faisons une expérience de pensée, mais imaginons un corps quelconque qui se trouve dans l'espace, mais pas n'importe où, dans l'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre parce qu'il y a l'air qui conduit le son, tout simplement. Alors, si nous pouvons reprendre les calculs qui sont enseignés, qui sont un peu reconnus par tout le monde à l'heure actuelle, on arrive à une énergie de masse qui est E égale mc2. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que représente cette vitesse c? C'est la vitesse de la lumière ou c'est la vitesse du son? Puisque nous sommes dans l'atmosphère terrestre, les deux se propagent. La lumière se propage dans l'espace et donc dans l'atmosphère terrestre. Le son se propage aussi. Donc on est obligé d'arriver à conclure que si on considère la vitesse de la lumière, eh bien E égale mc2, ça existe avec la vitesse de la lumière. Mais si on considère la vitesse du son, ben, c'est la même formule, mais c'est pas pareil. Mais c'est très important, parce que si on pense que le son se déplace à 360 km à la seconde environ, que la lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km à la seconde, environ aussi, eh bien ça veut dire que ça va de 1 à 5 millions. C'est le même corps, situé au même endroit, dans les mêmes conditions, et qui a une énergie de masse, mais qui est totalement différente suivant la référence que l'on prend. C'est assez vertigineux comme conclusion, parce que on peut en conclure beaucoup de choses. On peut par exemple faire une hypothèse, dire il existe deux mondes. Un monde qui fonctionne avec les ondes électromagnétiques, et un autre monde qui fonctionne avec le reste, dans lequel on mettra le son. Ça peut être intéressant comme hypothèse. Ça pourrait expliquer par exemple que la physique quantique, qui est fondée essentiellement sur les ondes électromagnétiques, soit différente de la physique classique. C'est un beau sujet à développer, ça peut nous mener de loin cette affaire-là. On peut en tirer toutes les conclusions qu'on veut. Alors je me suis dit, mais ce qui serait intéressant, ça serait de voir si on ne peut pas le vérifier ça, si on ne peut pas faire des expériences pour le vérifier. Alors pour ça, je suis parti de la fonction d'onde. La fonction d'onde qui a été définie par De Broglie, il est parti de raisonnement tout simple. Il s'est dit, alors bon d'abord, j'ai dit E égale mc2, en fait on dit plutôt E égale gamma mc2, pour tenir compte de la relativité. Et puis il s'est dit, mais il y a autre chose aussi, c'est qu'en physique quantique, il a été démontré que l'énergie est égale à h, c'est-à-dire la constante de Planck, nu, multiplié par nu. Donc il s'est dit, c'est la même chose. Donc on peut dire h nu est égal à gamma mc2. Et il en a tiré une conclusion qui est que tout corps a une longueur d'onde qui est nue et qu'on peut mesurer. Et tout simplement, nu égale gamma mc2 sur h, c'est-à-dire sur la constante de Planck. Bon, ça paraît simple comme ça, mais enfin bon, ça lui a quand même valu son doctorat, mais ça lui a valu aussi, je crois, le prix Nobel, parce que c'est loin des trios et que souvent ça se vérifie. Et alors, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si cette longueur d'onde que l'on a obtenue par le calcul, on peut la vérifier de façon expérimentale. Alors, c'est pas évident, il faut voir avec quoi on peut travailler, et j'ai pensé à l'électron, parce que l'électron c'est tout petit, c'est bien connu, il y en a beaucoup. Alors là, en revanche, je suis arrivé au bout de mes connaissances et de ce que je peux connaître. Je ne sais pas si une telle expérience a été faite. Alors j'en imaginais une, mais avant d'en parler, je préférerais vous poser la question. Et est-ce que quelqu'un sait s'il a été possible de mesurer physiquement la longueur d'onde d'un électron, et si quelqu'un a eu l'idée de la comparer, à ce moment-là, si on a pu la mesurer, si quelqu'un a eu l'idée de la comparer avec la longueur d'onde telle qu'elle résulte du calcul. Ça m'intéresserait beaucoup.
Alors, je vais en rester là. Je vais rester avec cette interrogation, en vous demandant si vous voulez bien me répondre, si vous savez, si vous ne savez pas. Parce que j'ai prévu une deuxième vidéo, mais tout dépend de la réponse. Soit ça existe, et à ce moment-là, ça permet d'en tirer des conclusions. Ça existe, je veux dire, ça a été fait, ça a été vérifié, ça a été fait, ça a été expérimenté. Soit ça n'a pas été expérimenté, à ce moment-là, il faut prévoir une expérience. Là, j'ai une petite idée. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans alors que ça a peut-être été fait, et que mon expérience peut être idiote, n'a peut-être aucun sens. Je me permets donc de vous mettre en contribution et de vous demander de bien vouloir m'aider. Je ferai donc une autre vidéo le mois prochain, c'est-à-dire le 20, mais j'attends d'ici là votre réponse si vous voulez bien. Merci d'avance et à bientôt.